Bah, Ok. c'est pas encore bien chez moi. J'ouvre le fichier et maintenant, je le partage. Je vais sur ton Zoom. Euh, et où est partager Zoom Réunion? OK. Normalement, en bas, ouais. Ah, voilà. C'est partagé, je pense bien. Oui, là, Ok. on voit bien. Bon. Ok. Bon. Donc, euh, aujourd'hui, on va commencer avant le quart d'heure académique. Bon. Bon. Oui. Bonjour à tous. Et alors, je sais qu'il y a deux, trois étudiants qui sont dans la salle avec toi, Ariel. Donc, ils m'ont écrit pour avoir des précisions sur la note de recherche évaluative. Qu'ils soient rassurés, je vais répondre directement sur sur leur mail, hein, pour expliquer un peu ce qui est attendu. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, nous allons avoir un, une présentation sur le Cameroun et alors qui viendra compléter celle que nous avions eue il y a 3 semaines. Bon, mais cette fois, donc, elle est faite par Antoine, qui est prof d'anthropologie à l'université de Yaoundé 1, mais qui est le superviseur de l'équipe de Yaoundé, non, de l'équipe du Cameroun, pardon. Et donc, Antoine, nous travaillons déjà, ça c'est la euh, euh, les deuxièmes élections sur le Cameroun. Donc, Antoine, nous avions, avant de travailler comme ça, donc, il avait participé à la première réunion qui avait lieu à Paris, entre tous les superviseurs. Bon. Donc, ce qui nous intéressait à l'époque sur le Cameroun, c'était de travailler sur une des intrigues, hein, électorales possibles, qui était celle du zombie. Voilà, hein, du zombie au pouvoir. Et alors, donc, aujourd'hui, on verra, en fait, est-ce que Antoine est encore là-dessus ou est-ce que c'est sur autre chose? Donc, il va nous le dire tout à l'heure. Voilà. Donc, je te laisse la parole. Et, a priori, tu as entre une demi-heure et trois quarts d'heure de, de présentation et après, on aura les discussions. Bon, mais d'avance, je m'excuse. Comme vous savez, je suis à Brazza. Alors, quand on est à Brazzaville, on ne sait jamais comment fonctionne le réseau. Donc, il se pourrait que de temps en temps, le réseau coupe, mais ne vous souciez pas de moi, vous pouvez continuer. Hein, donc, je vous rejoindrai après. Donc, voilà. Allez, Antoine, à toi la parole. Avant de parler, Antoine, il faut que tu actives le son, parce que sinon, tu peux parler sans qu'on t'entende. On va établir le son. Voilà, c'est bon, on C'est t'entend bon. maintenant. Oui, Voilà. et Donc, puis, merci pour... oui. je ne sais pas qui peut mettre, si toi tu peux mettre format plein écran, comme ça serait bien pour nous tous. Oui, c'est fait. Voilà. OK, merci. Voilà, merci pour l'opportunité qui nous est donnée aujourd'hui de présenter le rapport du scrutin du 12 octobre 2025 au Cameroun, scrutin présidentiel. Donc, nous avions le thème était sur réexaminer les élections d'après les expériences des populations locales. Et donc, pour cet exercice, nous avons travaillé en étroite collaboration avec Rémi et Pietro. Et pour l'équipe du Cameroun, nous avions sept assistants de recherche dont les noms sont affichés là.
avec la particularité que nous avions essayé de couvrir toute la région du Cameroun, donc la région du centre, celle de l'Est, l'Ouest, le Grand Nord, donc les trois provinces, Adamawa, Nord et extrême Nord, la région du Sud, celle du littoral et celle du Nord-Ouest. Il ne manquait que le Sud-Ouest qu'on n'a pas couvert, mais on a des éléments qu'on a eu de nos étudiants du Sud-Ouest à qui on a confié certaines tâches spécifiques et ils nous ont rapporté. Et je crois que dans les rapports de Gideon, le dernier sur la liste, il y a des éléments qui concernent le Sud-Ouest. Je rappelle que le Sud-Ouest et le Nord-Ouest sont des régions anglophones et proches également. Donc, il a pu collecter quelques données dans les régions du Sud-Ouest également, pas approfondies, mais qui reflètent la physionomie des élections dans ces deux localités, en majorité anglophones. Il faut rappeler que ces deux localités emploient une guerre de sécession, entre guillemets, depuis 2016, parce qu'il y a un groupe appelé les Ambazoniens qui veulent créer un État qui est dit, qu'ils dénomment Ambazonie. Et donc, ces deux régions ont des rapports très conflictuels avec le pouvoir en place. Mais curieusement, vous verrez dans nos rapports que le candidat sortant, Paul Biya, a gagné les élections à presque 80% dans le nord-ouest, alors que c'est dans cette région qu'il est le plus honni. On se demande comment vous pouvez voter ou donner vos suffrages à la personne qui vous torture. Voilà, donc on y reviendra. Ça, c'était la présentation de l'équipe. Pour ce qui est de l'élection proprement dite, j'ai pas pu décliner le plan, mais on a une introduction et puis des éléments qui vont apparaître à tour de rôle. Donc, ce scrutin a été organisé le 12 octobre 2025, donc après 7 ans. Les élections au Cameroun se tiennent tous les 7 ans, donc c'est un septennat. Et cette élection a été attendue et courue parce que avant cette élection, et le chef de l'État avait dit lors de la visite du président Macron au Cameroun qu'il verra s'il ne va pas se représenter ou aller au village. Et vu son âge, tout le monde pensait qu'il devait aller effectivement au village. Mais contre toute attente, il a annoncé par des canaux un peu opaques son investiture, qui a fait l'objet d'un conflit entre le ministre de la Communication et celui de l'Éducation et celui de l'enseignement supérieur, qui est en même temps secrétaire politique du RDPC. Bref, de toutes les façons, il s'est fait présenter, ce qui fait que les leaders politiques qui pensaient qu'ils n'allaient pas le faire, ont fourbi leurs armes pour pouvoir le remplacer, mais il s'est fait représenter, ce qui fait que le scrutin a été, comme je l'ai dit, très couru par les candidats. Et c'est ça également qui a créé une forte tension sociale entre les militants des différents partis politiques et les sympathisants de ces partis. Et avant ces élections, il y a eu des discours à la fois convergents et ambivalents sur le système électoral, notamment sur le code électoral. Et cela a créé effectivement de profondes incertitudes quant à l'issue du scrutin, aux implications de ce vote-là. Euh, euh, le combat, j'allais dire, je vais y revenir, la guerre électorale s'est jouée sur trois fronts. Le front juridico-politique, parce que on s'attendait à ce que la personne qui était jusqu'alors le leader de l'opposition, le professeur Maurice Kamto, n'ayant pas participé aux élections législatives et municipales de 2020, de 2020, la loi électorale prévoit, donc, il n'a pas participé, donc il n'a pas eu de candidat. Donc, il n'a ni député, ni de conseillers municipaux. Et cette loi prévoit que ne peuvent participer aux élections présidentielles que les partis qui ont des candidats dans les conseils, enfin, les candidats des conseillers municipaux et des députés. En ne les ayant pas, il y a eu un débat sur ce qu'on appelle le mandat impératif.
Et donc, bien avant cela, il y a eu un débat très houleux au Cameroun par rapport au mandat impératif. Il y avait des partisans et des sympathisants qui disaient que Nkamto n'allait pas se représenter. Bref, et Nkamto a pu, par exemple, solliciter les conseillers municipaux du SDF pour pouvoir se représenter, enfin, pour pouvoir avoir des conseillers municipaux qui ont été transférés, enfin, qui ont été des transfuges du MRC, enfin, du SDF pour le MRC, ce qui fait qu'en principe, ayant donc ces candidats, il pouvait se représenter avec le MRC. Mais vu l'intensité du débat et la position des leaders politiques, administrateurs dans l'administration territoriale, et il a dû donc, à la dernière minute, aller solliciter le Manidem, dirigé par euh, Ekane Anissé, qui a donc un conseiller municipal. Il a donc dû solliciter ce parti pour se faire adouber, donc pour être candidat à l'élection présidentielle à travers, à travers le Manidem, ayant bien entendu démissionné du MRC. Donc sur le front médiatique et symbolique, nous avions envoyé à Petro une foultitude de données sur les réseaux sociaux parce que les débats étaient orientés sur les discours qualifiants, stigmatisants ou laudatifs, candidat de l'opposition pour les uns et pour le candidat du parti au pouvoir pour les autres. Bref, ces discours-là, et notamment pour l'opposition, préparaient en sourdine dans l'opinion publique l'éviction de ce candidat qui est, disons-le, très populaire et qui a eu à avoir plus de 30% de l'élection présidentielle de 2018 et qui a une forte mobilisation populaire au Cameroun, aussi bien à l'ouest, dans sa région d'origine, que dans le littoral, où il existe une forte présence de la communauté bamileke, mais également dans la région septentrionale, parce qu'il a dû faire, entre-temps, des projets d'intérêt commun, adduction d'eau, financement de la construction des cases de santé, non, fourniture de médicaments, autant pour moi, dans ces régions. Il a offert l'électrification villageoise dans ces régions, à l'effet, effectivement, de confirmer sa présence là. Il faut noter que le vice-président du MRC, Mamadou Mouta, est de la région du Nord. Donc, il s'est appuyé sur lui pour avoir une base solide dans la partie septentrionale du pays. Sur le front électoral et institutionnel, on s'est rendu compte que lorsque le pouvoir a d'abord lancé le débat sur le mandat impératif qui était lancé par les intellectuels du pouvoir en place, et que, il a donc enfin, et qu'il a donc essayé de contourner enfin, ce mandat impératif. euh, euh, Pendant la période d'inscription liste électorale et pendant la période euh, de la campagne électorale, il y a eu tellement des contentieux de rue qui contestaient et des contestations par avance des résultats des élections, etc., etc. Bref, la conquête du pouvoir, la conquête du poste de chef de l'État s'est joué en permanence hors des rues. Non pas hors des seules rues, hors des rues, dans les rues autant pour moi, mais également dans les médias, aussi bien animés par des intellectuels camerounais que par des politiciens de tout, aussi bien de l'opposition que du parti au pouvoir. Maintenant, le débat sur le mandat impératif, je l'ai présenté, l'argument sur lequel un candidat qui n'a pas de député ou conseillers municipaux est privé du droit de faire participer aux élections présidentielles. Mais il faut rappeler que pour effectivement bloquer le candidat de l'opposition, Maurice Kamto, sous prétexte de contraintes budgétaires, on devait faire on devait faire les élections législatives et municipales en 2020, non, en 2022. En 2022.
C'est ça, 2022-2020. C'était en 2020. Ils ont pris la peine, donc le pouvoir en place a pris la peine de reporter, afin de proroger de façon exceptionnelle le mandat des députés conseillers municipaux. Et donc, cela, j'ai dit la raison, contrainte budgétaire oblige, mais à la critique, lorsqu'on fait une lecture, on se rend compte que c'était une manœuvre stratégique pour empêcher le MNC d'avoir des élus directs souhaitant soutenir sa candidature à la présidentielle de 2025. Donc, voici ce jeu qui a été fait pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'élection, qu'il n'y ait pas de conseillers municipaux ni de députés, à l'effet de l'empêcher à participer à la candidature à l'élection présidentielle de 2025. Voilà. Et donc, face à ces contraintes, j'ai déjà évoqué, c'est qu'il a dû prendre la décision de s'allier au Manidem. Et donc, et puis, tout s'est arrangé entre les deux en sourdine, mais c'est lorsqu'il est allé signer sa carte d'identité dans un commissariat et que le commissaire a vendu la mèche au pouvoir en place pour dire que Nkamto viendra sous la bannière du MLC. Et du coup, dans la foulée, sur le site du ministère de l'administration territoriale, et la personne à qui même le ministère vire les fonds au parti politique, c'était le Manidem, et que c'est Ekane qui les signait. Mais nous sommes lundi, lorsqu'il s'appelle que quand on a posé sa candidature, qui va le faire mardi, dans la nuit de lundi à mardi, ils vont aller sur le site pour modifier, pour enlever le nom de Nkamto, enfin de Ekane Anissé, pour mettre celui de Dieudonné Yebga, qui était un ancien président et d'ailleurs démissionnaire du Manigem. Et donc, lorsque dépose sa candidature la veille ou 2 jours après, subitement, Dieudonné Yebga dépose sa candidature également sous la bannière du Manidem à 22 heures. À 22 heures, parce que les sessions bon, les bureaux fermaient jusqu'à minuit, à 22 heures. Ce qui fait que cette situation crée maintenant un bicéphalisme à la tête de ce parti. Et logiquement, d'après la Constitution, la candidature du parti doit être rejetée. Aussi bien si, que ce soit Dieudonné Yebga ou que ce soit Ekane Anissé. Et il faut rappeler par ailleurs, je peux vous le dire, il y a eu tout un débat, je crois que je le dirai par la suite. Il y a eu des tractations financières avec ce dernier. Donc, il a dû être acheté, comme on le dit au quartier, pour pouvoir empêcher un candidat de candidat du Manidem. Bon, ce qui fait que lorsqu'on a proclamé la liste des candidats retenus, qui était à 80, 82, 81, il y avait tous ces noms-là. Mais lorsque le conseil électoral s'est réuni, lorsque l'ECAM s'est réuni pour faire le choix, et sur la base des critères d'exclusion prévus du contentieux enfin, du salissement à la tête d'un parti, la candidature donc, de Maurice Kamto a dû être rejetée, enfin, du Manidem a dû être rejetée pour bicéphalisme à la tête de ce parti. Donc, on avait eu pour une première fois 81 dossiers de candidature, un chiffre record, ce qui signifie le fait que l'élection avait été très courue. Mais cette inflation des candidats ne traduit pas la vitalité démocratique de notre pays, du Cameroun, parce qu'on constate qu'il y a une dispersion stratégique dans le jeu électoral. Et pour le dire en vérité, le parti au pouvoir crée des partis qu'on appelle des partis sous-marins. Des partis sous-marins qui sont officiellement des partis politiques d'opposition, mais qui, à la dernière minute, s'allient au parti au pouvoir pour être, enfin, des partis, s'allient au parti au pouvoir en tant que parti satellite. Bref, on les connaît tous. Donc, finalement, on doit rappeler que ce n'est pas le seul candidat, ce n'est pas le seul Manidem qui a connu le bicéphalisme. Il y a eu un autre candidat du RDPC,
dont j'oublie le nom, un conseiller municipal, bon, Lyon Taylor, qui vit d'ailleurs à Paris, qui est conseiller municipal du RDPC à Monatélé, qui s'est présenté comme le candidat du RDPC. Et aussi l'UPC même, l'UPC original avait aussi deux candidats, l'Univers avait aussi deux candidats, mais on s'est rendu compte lorsque le conseil électoral s'est réuni et les temps pour faire la décision finale, ils n'ont pas tenu compte du fait que le RDPC avait aussi deux candidats. Ils ont insisté sur le Manidem qui avait ces deux et ont pu donc exclure Kamto à travers le Manidem qui est venu du MRC pour se présenter à la candidature, à la candidature. Voilà. Et donc, dans le champ politique camerounais, je dois rappeler les figures les plus connues pour cette élection étaient Paul Biya, Akere Mouna, Cabral Libi, Issa Chiroma, Joshua Oshi. Joshua Oshi, c'est le président du SDF, le SDF qui a connu son heure de gloire sous Ni John Fundi, paix à son âme. Il y a Issa Chiroma, qui est un ancien ministre des Transports, des Transports, de ministre des Transports, de la Communication. Il a été ministre de la Communication sur Paul Biya. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en 92, en 84, lors du putsch de 84, il a été arrêté, j'étais en prison. Quand, quand il en est ressorti, il a créé un parti, le FNSC. Et ce FNSC, effectivement, est l'un des partis sous-marins que j'ai cité tout à l'heure. Et à travers ce parti, il est devenu ministre de la Communication et il a fait beaucoup de discours pour soutenir Paul Biya pendant son règne. Du ministère de la Communication, il est parti où? Dans quel ministère? Bon, il est parti au ministère de l'Emploi. Et donc, juste un mois après, avant l'ouverture avant l'ouverture la convocation du corps électoral, il a donc démissionné pour se présenter comme candidat de son parti à l'élection présidentielle. Cabral Libi, c'est un candidat qui est originaire du pays Bassa, qui est l'un des plus jeunes candidats. Akere Mouna, c'est le candidat du parti Univers et Paul Biya, le RDPC. Donc, ça, c'est la situation. Et donc, sur cette diapositive, je vous présente la liste des 12 candidats qui ont été retenus au Conseil, par le Conseil constitutionnel, euh, qui est le dernier organe qui siège après que Eleka Messi. Donc, c'est le Conseil constitutionnel qui tranche sur la validité des candidatures en dernière instance. Donc, sur les 82, 81 autant pour moi, 12 ont été retenus et voici les 12 qui ont concouru. Il y a eu quelques alliances entre-temps. Entre-temps, je rappelle également que Bello Bouba Maïgari, j'ai oublié de le dire, est le président de l'UNDP. Bello Bouba Maïgari a été ministre sous Amadou Ahidjo et premier ministre sous Paul Biya. Et depuis lors, est ministre d'État. Donc, c'est un ancien ministre d'État, ministre sous Paul Biya. Il a également démissionné pour se porter candidat à la présidence. Il y a eu deux candidats qui ont démissionné, Plouva Marguerite du gouvernement et puis Issa Chiroma pour se porter candidat à l'élection présidentielle contre le président Paul Biya. Évidemment, ils ont été considérés comme traîtres, aussi bien par les partisans du parti au pouvoir que par l'opinion camerounaise, parce qu'ils ont fait très fort, comme on dit au quartier, pendant leur règne, enfin pendant leur passage dans leurs différents postes ministériels, soutenant à bout de bras et à n'importe quel prix la candidature ou le président Paul Biya. Donc, on était tous surpris qu'à la dernière minute, il quitte le bateau pour pouvoir se présenter, pouvoir se représenter contre lui. Et donc, ce sont donc des exemples de partis sous-marins. Bon, ils n'ont pas fait, Bleu n'a pas fait une grande fortune pendant ces élections parce que on estimait qu'il était le prototype. D'ailleurs, il était le prototype de la trahison et qu'il pouvait changer sa veste, entre guillemets, à tout moment. Bon, Issa Chioma, bien qu'étant un transfuge du parti au pouvoir, qui a donc créé son parti, le FNC, n'avait pas bonne presse. Et on estimait
dans l'opinion politique, étant tous, les deux sont tous de la même région, ils sont tous de la région, ils sont tous de Garoua. On pensait que les deux allaient s'unir pour faire un candidat unique, mais ils ne l'ont pas fait. Bref, Issa Chiroma s'est représenté seul comme candidat et il a donc bénéficié euh, de l'appui ou du soutien des militants du MRC parce qu'il a pratiquement pris le programme du MRC qu'il devait implémenter, raison pour laquelle sa campagne a été très courue. Il est allé dans presque toutes les régions du pays et c'est pour cela que subitement, parti d'opposants, enfin parti de partisans du parti au pouvoir opposant, il a pu engranger le nombre de suffrages qu'on lui a donné, 35% à l'élection présidentielle. Et donc, on imagine dans les analyses que si Nkamto se représentait, Issa Chiroma aurait eu peut-être moins de 1% ou 3%, comme l'a fait Bello Bouba. Et je rappelle également qu'il y a eu des transactions ou des ententes ou des négociations entre Bello Bouba et Issa Chiroma qui ont publiquement demandé le soutien de Maurice Kamto. Maurice Kamto demande à ses militants de voter pour eux. Et bon, les transactions n'ont pas abouti parce qu'à la dernière minute, Maurice Kamto a demandé comme instruction, a donné comme instruction à ses militants, à sa base militante, de voter en âme et conscience pour le candidat de leur choix. De leur choix. Donc, la campagne a été lancée. J'ai déjà dit ce qui est sur ceci, mais il faut préciser qu'au Cameroun, les fils du zombie, Rémi sait de quoi je parle. Le zombie au pouvoir, c'était l'un des thèmes sur lesquels nous avons développé la dernière fois, lors de la dernière élection présidentielle. Il faut noter que les représentants des partis politiques sous-marins, les représentants du parti au pouvoir dans les 10 régions, dans les 48 départements, etc., ces représentants, aussi bien que les administrateurs et d'autres personnes, sont chargés de conduire la campagne du chef de l'État. Je vous rappelle que lors de la dernière élection, il a fait une seule sortie. Il est allé uniquement dans la région de l'extrême nord où il a fait un discours et puis il est revenu. Et donc, il y a cet appareil d'État qui est composé de fonctionnaires, d'administrateurs et des maires et des représentants régionaux ou locaux du RDPC qui font la campagne et qui mobilisent des fonds. Il y a eu des cotisations, des cotisations. Moi, j'ai eu à cotiser dans mon village, hein. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais pour pouvoir avoir de l'argent frais pour faire la campagne. Et donc, la campagne s'est déroulée, s'est transformée en démonstration de force et elle a été très courue, ce qui fait que le parti au pouvoir a par exemple mobilisé les moyens de l'État, les véhicules le véhicule, le personnel de l'État pour pouvoir faire sa campagne. Et ce qui fait que le RDPC, lors de la campagne, était plus visible sur le terrain que d'autres partis politiques qui n'avaient pas assez de moyens. Il y a eu distribution euh, du riz, des savons, du pass, et nous avons constaté que le parti au pouvoir donnait un paquet minimum aux militants et que dans ce paquet minimum, on a retrouvé non seulement des t-shirts, mais on a retrouvé des boîtes de sardines. On a retrouvé dans ce paquet minimum, il y avait, vous ne pouvez pas imaginer, les, les boîtes de sardines, les petits paquets de pain, les petites bouteilles de jus. Et dans les parapluies, les t-shirts également, évidemment, quand je parle de ritualisation, je m'intéresse au fait qu'on a retrouvé dans ces paquets euh, les papiers hygiéniques, hein, les papiers hygiéniques des femmes, que les femmes utilisent pour leur menstrues. Ça, c'était une particularité. Pour ça, j'ai parlé de la ritualisation, etc. Évidemment, lorsque vous participez à un meeting
vous recevez de l'argent. Je crois le taux est à 2000 par militant qui participait au meeting dans les foules, etc. Je crois que j'ai déjà parlé de ça. L'opposition était restée divisée parce qu'on pensait que si l'opposition se réunissait ensemble, elle devrait être très forte pour combattre le régime en place ou le candidat en place. Et nous nous rappelons, je n'ai pas mis ici, qu'un journaliste de Jeune Afrique avait dit que l'opposition camerounaise est la plus bête du monde. Parce que voilà une opportunité, ils pouvaient se réunir, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce qu'à cause de ces partis sous-marins, à cause des postes qu'on a proposés à d'autres leaders de l'opposition, que si le parti au pouvoir gagne, ils auraient tel poste ou tel autre. Et donc, l'opposition n'a pas pu se réunir, ce qui a donc également donné un avantage sérieux au parti au pouvoir. Ici, ça, c'est des transfuges. Je crois que ça bloque en haut. Les transfuges, c'était de quelle partie? Ça se voit sur ton écran. Mais il venait de quelle partie? Oui, mais il venait de quelle partie? Le Oui, en PCRN. haut, Ouais. parce que mon écran a brouillé ça. Donc, ce sont les militants du RDPC dans la région de l'Est. Ici, et nous avons à gauche, vous avez au centre Bilo Bouba Magari, qui a pu trouver comme allié le candidat Akérémona du parti Univers. Parti Univers, après moment, c'est un avocat international. Et de l'autre côté, et Castol, qui est candidat du parti de Bézigui, ce parti de Bézigui est situé dans la région de Monatélé. Et Monatélé est considéré comme un fief naturel du RDPC. Et donc, la caricature qui suit, qui est de l'autre côté, montre les deux premières personnes. Là, c'est euh, une discussion assez âpre entre Belouba Magari et Issa Tiroma. Et puis, à gauche, l'autre caricature, c'est le MRC qui demande à ces deux de s'entendre pour pouvoir aller aux élections. Et sur cette autre image, vous avez la première image à gauche, ça présente l'effigie ou les photographies, l'effigie, la campagne de Paul Biya. Vous voyez, c'est là Paul Biya, Grandeur, Espérance en anglais, Greenness and Hope. Et en bas, nous avons également la publicité du parti de Bello. La photo au centre, la personne qui est habillée en gris complet là, c'est le sous-préfet, un sous-préfet de la région de l'extrême nord, qui est venu bagarrer dans le bulletin de vote, dans un bulletin de vote, parce que sa femme avait été exclue comme scrutatrice. Et de l'autre côté, vous voyez Issa Chiouma, qui est originaire de la région septentrionale. Il a fait des meetings à l'Ouest Cameroun. Il a porté le tissu Ndop. Le tissu Ndop, c'est le symbole de l'entente chez les Bamileke. Vous voyez, il est parti. Il a donc porté ce tissu. Mais ce tissu-là a été remis par les sympathisants ainsi que la corne de bœuf. Voilà, il montre le point power to the people. Euh, je ne vois pas l'entête, Thibaut. Le jour de vote, qu'est-ce qu'il y a en haut là? Le jour du vote. Ok, le jour du 2017. Donc le jour du vote 2025. Donc le jour du vote a été marqué par déjà avant le scrutin, on parlait de la fraude électorale et le jour du scrutin, euh, malgré l'affluence qu'on a constatée, et malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de clash entre les militants de ces différents partis, mais dans la presse locale et dans les médias, dans les réseaux sociaux, on a parlé longuement des fraudes généralisées dans les grandes villes, notamment Douala et Yaoundé. Et effectivement, l'opacité du déploiement tient au fait qu'il y a eu absence de contrôle du soin. Au Cameroun, lorsqu'on fait une élection présidentielle, Elecam, qui est Élection Cameroun, a 15 jours pour publier les résultats. Vous voyez, il faut 15 jours. Alors qu'ailleurs, comme au Sénégal, on le fait en quelques heures, 15 jours. Et pendant ces 15 jours, tout peut arriver.
On peut falsifier les procès-verbaux, on peut. Et puis, il est dit dans la loi électorale que seuls les procès-verbaux authentiques sont ceux qui sont fournis par Elecam. Bien que les procès-verbaux soient faits en plusieurs exemplaires et distribués dans la salle après délibération aux différents partis politiques, la loi précise tout de même que les procès-verbaux authentiques sont ceux de Elecam. Donc, par exemple, Issa Chiruma a des procès-verbaux qui montrent selon lui qu'il a gagné les élections, mais ces procès-verbaux ne sont pas reconnus ni par Elecam ni par le Conseil constitutionnel. Cette situation donc conduit ipso facto au rejet des résultats. Rejet des résultats et que l'on a constaté que ce rejet s'est englué dans ce que j'ai appelé la guerre électorale, faisant allusion à une phrase que j'ai extraite du texte que Rémi m'a donné. Donc, rejet du scrutin, parce que à cause tout ce manque de transparence, autant pour moi, et que les chiffres ont été fabriqués ou cuisinés, ce ne sont pas des chiffres qui reflètent la réalité. Donc, nous avons ici quelques images. Là, c'est une image des militants, enfin des votants qui sont devant un bureau de vote. Et vous voyez le jour du scrutin, le jour, c'est un journal très prisé au Cameroun, mais le jour du scrutin, ils ont écrit Yaoundé respire les gendarmes. Voilà, parce que on a constaté lors de la campagne électorale, le jour du scrutin, après la proclamation des résultats et jusqu'alors, dans tout le coin du rue à Yaoundé ou alors dans tout le carrefour, on retrouve des camions, on retrouve euh, parfois des chars, hein, des chars. Par exemple, au centre-ville de Yaoundé, le jour du scrutin, le jour de la présentation des résultats, il y avait des chars d'assaut qui étaient au centre-ville. Et dans tous les carrefours de la ville, vous allez trouver euh, une voiture de police blindée qui est stationnée avec des policiers, avec des pare-balles euh, et qui dorment là, qui sont là 24 sur 24. Il y a des services de relais. La photo de la droite, c'est celle d'un dépouillement des votes pratiquement dans la nuit. Voyez-vous, il n'y avait pas de lumière et on a dû mettre des lampes à emporter pour pouvoir dépouiller le scrutin dans la salle. Ça, c'est dans une salle de classe, comme on le fait habituellement. Donc, cette guerre électorale, qu'est-ce qu'il y a en haut? La phase post-électorale. Donc, il y a eu un verrouillage sécuritaire et une répression préventive. Préventive avant qu'on ne programme les élections, le résultat. Les arrestations ciblées, interdiction manifestée, convocation administrative, fermeture des universités. Voyez-vous? Donc, si on vous retrouve, bien que les partis soient légalisés, si on vous rencontre enfin, si on retrouve sur vous un gadget, ça peut être un t-shirt, ça peut être une porte-clés qui a, qui a l'effigie ou qui a les effigies ou qui porte les éléments distinctifs d'un autre parti politique au RDPC, vous êtes enfermé, on vous arrête. Ça, c'est une réalité qui est connue et nous connaissons des personnes qui ont été arrêtées parce qu'on a vu sur eux des tricots du MRC ou du FMC, etc., etc. Euh, Deuxième élément, c'est recomposition politique et fracture sociale. Il y a eu des vagues de démissions au sein du RDPC de l'opposition. Je crois que à cette époque, à ce moment-là, les gens voulaient se repositionner, pensant que le RDPC ne sera pas élu. Beaucoup de personnes sont sorties pour aller rejoindre un parti d'opposition pour pouvoir espérer avoir des prébendes ou des bénéfices après les élections. Et la crise s'est internationalisée et le conflit a été parce que lorsqu'on a programmé les résultats, Issa Churuma a pris de l'avance sur Elegam en proclamant qu'il était vainqueur, ce qui est interdit par la loi. Ce qui fait que son domicile, qui est à Garoua, a été encerclé pendant plusieurs jours, mais il était sous la garde des militants de son parti.
qui étaient eux-mêmes encerclés par les forces de l'ordre. Donc, effectivement, craignant pour sa vie, il a dû s'exiler. Et je crois il est actuellement en Gambie. Il a dû s'exiler pour craindre à sa vie. Bon, je crois que j'ai parlé de ça. Contentieux électoral dans les rues, 10 régions, militants, sympathisants, sont rapidement confrontés à une répression policière. Donc, affrontement armé. Il y a eu des morts, il y a eu des morts, notamment dans les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam. Et nous avions, dans les rapports qu'on a remis à Petro, des images en temps réel qui montrent des gendarmes, des policiers en train de tirer à bout portant sur des manifestants devant eux. Certains sont armés de pierres, mais certains ne le sont pas, mais ont été tirés à bout portant. Et je dois rappeler que ces militants, ceux qui sont allés dans la rue, sont essentiellement les jeunes. Les jeunes, pourquoi les jeunes? Parce que la fin de la population la plus touchée par la crise économique au Cameroun, ce sont des jeunes. Il y a des scolarisations ou alors le chômage. Et donc, c'est pourquoi ces jeunes ont porté haut demain leurs revendications. Et c'est pour cela également qu'ils ont nié la légalité du parti politique et ont pris à bras le corps leur courage, mais sans armes offensives, enfin sans armes comme les militaires pour pouvoir les affronter. Mais malheureusement pour eux, beaucoup ont été tués. La répression a conduit à c'est-à-dire à réduire la volonté de ces jeunes ou de ces personnes à aller dans les rues. Donc, s'il n'y avait pas de répression, les gens seraient un peu plus loin parce qu'il y avait des idées, que les gens disaient qu'ils pouvaient aller en masse et qu'ils affronteraient les forces de l'ordre. Mais lorsque les gens ont vu que ces forces de l'ordre tiraient à balles réelles sur les populations, les gens ont eu peur de leur vie. Et beaucoup de parents ont effectivement gardé leurs enfants à la maison de peur qu'ils ne soient assassinés ou de peur qu'ils ne soient tués par les militaires. Les images de la grille électorale, vous voyez à gauche. À gauche, nous avons ici euh, une image dont les policiers sont partis pour faire une répression. Ils ont été envahis par la population et du coup, le chauffeur de la pick-up a démarré en drone, oubliant qu'il y avait les policiers. Pourquoi le monsieur, il s'est débrouillé en s'accrochant sur la malle arrière pour éviter d'être lynché par la population. À droite, nous avons l'image d'un camion militaire qui a été incendié à Garoua par les manifestants. Donc, ceci traduit le fait que l'élection ne s'est pas déroulée dans une situation paisible. Vous avez ici le blocage des rues, à gauche, le blocage des rues. Vous avez également en bas, je crois que ça doit être une marche des motos Tarsiman qui sont partis détruire une boulangerie, une charcuterie. Il y a certaines images où ils sont partis dévaliser une poissonnerie. Voyez-vous également vu des images où les gens portent des cartons de poissons sur leur tête et d'autres des bouteilles de gaz. Et ce n'était pas parce que, c'était surtout parce qu'ils avaient faim. Ça, c'est pour démontrer que dans la boulangerie, il y a à manger et il y a à manger. Et donc, vous avez également à droite en haut, des images de destruction. Ça, c'est les destructions sur les populations qui ont brûlé un marché. Et également en bas, là, en bas à droite, des images de destruction des marchés. Après donc la proclamation de l'élection présidentielle et la contestation faite par Issa Chiroma, des tractations sont en cours. Et voyez-vous, Jeune Afrique a été le premier à révéler que Paul Biya propose à Issa Chiroma le poste de Premier ministre. Et celui-ci l'a confirmé sur les réseaux sociaux, effectivement. Mais il dit qu'il n'a pas voulu et qu'il aimerait retrouver la place qui lui a été donnée par le peuple. Cela semble être la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, parce que 5 mois après l'élection présidentielle, on attend le nouveau gouvernement qui ne vient pas. On attend, comme on dit au Cameroun, on attend l'enfant ne vient pas. Ce qui ne vient pas. Donc, ce qui fait qu'il y a problème. Il y a problème également parce que il y a sur les réseaux sociaux
Et il se dit, il y a, étant donné que chaque ministre a fait feu de tout bois pour gagner des élections chez lui, dans son terroir natal, ou dans son village, ou dans son département, ou dans sa région, étant donné que l'accès à un poste gouvernemental est conditionné par la loyauté au gouvernement, est conditionné par votre poids politique dans votre région d'origine, tout le monde ayant gagné, chaque ministre ayant gagné dans sa région, il se pose un problème. Parce que certains ont déclaré haut et fort que s'ils démissionnent, enfin, que si on les enlève du gouvernement, ils vont aller rejoindre les Chiroma. Parce que rien n'explique le fait qu'ils vont perdre leur poste. Donc, je crois que c'est ce dilemme-là, c'est ce problème qui actuellement empêcherait, allais-je dire, la formation du nouveau gouvernement. Donc, quelles sont les conséquences de la guerre électorale? Donc, elle s'est manifestée lors de la contestation, des contestations lors du décompte des votes, la consolidation des résultats, la montée des tensions avant la proclamation officielle des résultats et ce rejet des résultats qui a entraîné l'escalade sécuritaire. Ces résultats ont donné vainqueur au candidat Probe avec 53,66% et Issa Chiroma 35,19%. Mais chez les partisans de Issa Chiroma, ils estiment que les résultats ont été simplement renversés, ont été renversés pour que leur candidat ne soit pas élu. Le climat social, politique, économique, j'allais dire, il a été très tendu. Euh, les villes cosmopolites comme Douala et Yaoundé ont été paralysées par des villes mortes et des peurs, parce que à plusieurs fois, après qu'il ait été, dit-il, é- évincé du poste qu'il avait gagné, il a appelé aux villes mortes. Ces villes mortes ont été plus ou moins suivis dans certaines villes qui sont des chefs politiques ou des chefs naturels ou des chefs ethniques du candidat au pouvoir. Mais dans les villes comme Douala notamment, où qui est une ville assez cosmopolite, les villes mortes ont été subies. Et une autre particularité que je n'ai pas évoquée ici, la région de l'extrême nord a la particularité, la région du nord a la particularité d'envoyer au sud de la viande de bœuf, d'envoyer au sud les oignons, d'envoyer dans la région du sud, comment vous appelez ça? Le kossam, les oignons, etc. Donc, ce qui fait que ils ont bloqué, ils ont demandé qu'ils vont asphyxier le sud. Ce qui fait que pendant longtemps, pendant certaines semaines, la, la viande était rare à Yaoundé, les oignons étaient rares à Yaoundé, et parce que les populations bloquaient notamment tous les camions chargés de ces vivres qui venaient dans le septentrion. Euh, Quelles sont les impressions générales? L'impression générale, je suis presque à la fin de ma présentation. L'élection s'est déroulée dans des conditions assez difficiles. Elle a provoqué une crise majeure et elle a soulevé des tensions interethniques entre les populations. Nous avons eu, par exemple, dans la région de Kiossi, au Kiossi, c'est au sud, Kiossi est voisin de la Guinée équatoriale. Il existe une forte communauté Bamoun qui font dans le commerce. Leur marché a été incendié. Il y a eu des rixes intertribaux dans certaines régions entre les originaires des régions qui sont dits naturels au chef de l'État et les partisans des partis politiques qui sont installés, même s'ils sont installés sur le territoire, le pouvoir en place a la manie de vouloir les cantonner dans les fiefs de leurs candidats, et prétendre que le pouvoir en place a un rayonnement national, dans toutes les régions. Euh,
Bon, évidemment, j'avais parlé de la qualité du réseau Internet dans plusieurs grandes manifestations de conséquences. Le réseau Internet a dû être coupé ou alors le service était au minimum pour permettre aux personnes de ne pas communiquer, de ne pas se communiquer ou de ne pas envoyer des messages, etc., etc. Bon, des données de terrain susmentionnées, nous pouvons affirmer qu'au Cameroun, la politique est un fait social qui nécessite de la maturité, calme, conscience, etc. Mais tel n'est pas le cas. L'élection de 2018 avait été moins houleuse, moins difficile. Celle de 2025 l'a été beaucoup plus parce que face ou alors englués dans la souffrance, englués dans la disette, les Camerounais, notamment les jeunes, de plus en plus ont envie de s'affranchir, de s'affranchir de leur liberté opprimée, de leurs droits confisqués. Ils ont envie d'avoir de l'emploi, notamment ceux qui sont allés à l'école. Il y a une forte présence massive du niveau de l'enseignement supérieur dans le secteur informel. Et nous connaissons nos étudiants qui ont des masters en anthropologie et dans d'autres départements, mais qui sont inscrits en thèse, mais qui sont obligés de faire dans le secteur informel pour pouvoir survivre, ce qui n'est pas du tout facile, c'est-à-dire les petits métiers de la rue et de l'habitat. Le lavage de voitures, la vente ambulante de médicaments ou des habits ou des chaussures de seconde main importées de l'Europe. Voilà. En conclusion, je dois dire que l'élite politique camerounaise est prise dans un piège. En effet, nous constatons que certains ne peuvent pas survivre si le président Biya quitte le pouvoir, alors que d'autres qui sont anciens, qui sont des anciens soutiens du régime, en ont marre du système, mais ont peur de se prononcer, de peur de représailles. Ils sont donc obligés de faire le jeu du pouvoir, mais réellement, ils ne le font pas. Parce que de temps en temps, certains ont donné des passes à l'opposition dans ce jeu pour espérer que si jamais le pouvoir change, ils pourront faire la migration. Donc, et toute proportion gardée, de nombreuses personnes, des intellectuels, j'ai dit notamment, c'est-à-dire des universités, des enseignants du secondaire et certains fonctionnaires se désintéressent du jeu politique. Ce sont plus les jeunes qui sont, qui s'enregistrent, qui veulent le changement, mais les enseignants, les intellectuels, les fonctionnaires, pour certains d'entre eux, qui n'ont pas de poste dans l'administration, qui ne bénéficient pas des prébendes du régime, préfèrent la neutralité parce qu'ils estiment qu'ils ne gagnent rien au jeu des politiciens. Le constat final que nous avons fait en observant ce scrutin est que les mots, c'est les discours, les paroles, les invectives, les mots M-A-U-X, c'est la souffrance du peuple, c'est quoi, Thibaut? La souffrance du peuple, c'est le chômage, difficile accès à l'eau, difficile accès à l'éducation, bref, la difficulté de satisfaire les besoins, ces besoins fondamentaux ou élémentaux de base. Les mots sont fatigués et nous constatons que l'espérance des Camerounais est désormais fondée sur le destin, sur le destin. Donc, au-delà des discours mirobolants qui semblent nier la réalité de la population profonde du peuple, il faut dire, il faut, comme l'a dit un de nos interlocuteurs, sous la cendre couvre les braises. Merci pour votre attention. J'espère que je n'ai pas dépassé les 30 minutes qui m'ont été accordées. Merci Rémi pour la parole qui m'a été donnée. Donc, je suis à la fin de ma présentation. Merci Antoine, hein, pour cet exposé complet
et qui va nous permettre de bien discuter. Alors, comme d'habitude, on va le, l'organiser en deux temps. Un premier temps qui est d'abord celui des questions sur des précisions. Et puis, dans un deuxième, on va revenir sur le modèle lui-même électoral. Voilà. Alors, qui a des questions à poser? Donc, le principe est toujours le même. Ceux de la salle, vous irez devant l'appareil pour poser des questions. Et ceux qui sont en ligne, vous savez où il faut appuyer pour lever la main. Non, Voilà. dans la Alors, question. pardon. Non, non, c'est pas à vous que je parle. Voilà. Donc, toi, pendant ce temps, tu essaies comment? De rassembler les questions. Donc, alors, voilà. On démarre sur le premier groupe. Alors, pour l'instant, on dit qu'il n'y a pas de questions dans la salle. Ah, c'est un peu dommage, hein, puisqu'il y a au moins une Camerounaise. Je pensais que aujourd'hui elle aurait des questions. Bon, on commence avec Pietro. Moi, je voulais te demander, hein, donc Antoine nous a décrit, bah, merci déjà pour ta présentation excellente. J'ai trouvé encore plus que dans les informations que tu m'as envoyées, j'ai ressenti vraiment ce sentiment enfin, d'une élection un peu différente par rapport à ce qu'on a déjà vu au Cameroun. Et je voulais juste te demander, Antoine, à ton avis, qu'est-ce qui explique et qu'est-ce qui motive que autour de cette dernière compétition électorale, on a vu un essor un peu plus prononcé de phénomènes violents et enfin, de contestations un peu enfin, plus acharnées, etc. On- on- Est-ce que avant l'élection, on a eu des incitations de ce type? Est-ce qu'il y a eu Euh, on parle toujours de cette situation un peu tendue qu'il y a dans les régions anglophones du pays et de comment cette tension qui est là depuis des décennies et qui prend la forme d'un conflit latent et parfois pas totalement latent et instrumentalisé parfois par le RDPC, par le parti de Paul Biya et par Paul Biya lui-même pour peut-être dire aux Camerounais, écoutez, moi je suis le seul qui est capable effectivement de maintenir le pays uni et de garder cette apparence au moins de ordre qui nous permet de vivre nos vies quotidiennes, de s'approvisionner en termes de denrées alimentaires dans les grandes villes qui dépendent fortement de l'agriculture et de l'élevage du Nord. Et, hum, est-ce que la question que je te pose, est-ce que cette fois, il y a eu une accentuation de cette menace terroriste, sécessionniste, séparatiste, de guérilla du Nord, et qui a indirectement provoqué des conflits, même dans le reste du pays, comme quoi les gens se sont dit là, l'avenir du Cameroun se joue aussi sur un plan d'affrontements violents, bah, de présence militaire qu'on a vu dans les rues, etc. Est-ce qu'on peut dire que cette élection a été plus tendue sur le plan de la violence parce que il y a une accentuation de cette présence, par exemple, de chars est quelque chose de quand même assez intéressant et assez inédit pour ce que j'en sais pendant un moment électoral. On a vu qu'il y avait des gendarmes, une présence de forces de police, mais là, c'est les déploiements de chars d'assaut, c'est quand même quelque chose qui va un peu au-delà. Comment est-ce qu'à ton avis, on peut insérer cette conflagration un peu plus violente que d'habitude autour de l'élection à un climat généralisé, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris, qui a surpris notre équipe et qu'on ne s'attendait pas? Quelles pourraient être les motivations de ça? OK. OK. Merci. Non, tu attends d'abord qu'il y ait un certain nombre de questions
et puis tu Oui, répondras. Alors, est-ce d'accord. que cette fois dans la salle, il y a une question ou pas? Sinon, alors, moi Non, toujours j'avais pas. toujours pas. OK. Alors, j'avais des questions un peu comme je dis, de précision. Alors, comme tu as insisté sur les garnitures, là, alors, là, des femmes. Non, non, mais alors, qu'est-ce que tu parlais de ritualisation? Alors, en fait, qu'est-ce que tu sous-entendais par rapport à ça? Hein? Parce qu'on a l'impression qu'il y a de la nourriture et il y avait des t-shirts, de la nourriture et quelque chose qui renvoyait au féminin. Donc, hein, c'est garniture. Alors, donc, pourquoi tu insistais là-dessus? Alors, il y avait des endroits, je sais pas, dans d'autres pays où on disait que il y avait même les sous-vêtements qui étaient à l'effigie des candidats, hein, que ça faisait partie, tu vois, des campagnes. Hein. Donc, est-ce que ça renvoie à quelque chose de cet ordre-là? Parce que c'est assez curieux qu'ils aient besoin, en fait, de rentrer presque dans notre intimité, quoi. Hein. Donc, est-ce que, bah, par exemple, la question, dans ces Pampers, il y avait la tête de Bia ou Oui, pas? Bon, j'en sais rien. Hein? Non, mais il y est-ce en que a. sa tête est-ce qu'elle était dessinée dessus? Bon, je sais pas. Tu répondras. Alors, deuxième chose, c'était par rapport au. Alors, tu dis que les procès-verbaux qui comptent, c'est ceux qui viennent de l'ELECAM. Oui, Alors qu'on sait on sait partout ailleurs, le procès-verbal, c'est quelque chose qui est établi au niveau des bureaux de vote. Alors, les papiers qui partent du bureau de vote, quel est leur statut? Hein? Parce que si c'est pas eux le procès verbal, alors c'est quoi leur statut? Hein? Hein? Parce que c'est eux qui répercutent, qui répertorient a priori l'état réel des décomptes sur place. Hein? Alors, voilà. C'est vrai que c'est un peu difficile d'enquêter sur comment on passe de ces comptages-là, hein, qui viennent des bureaux de vote, à ce qu'on va appeler les procès-verbales et les authentique. CAM. Voilà, hein, authentique ou authentifié. Voilà. Hein. Donc, ça, c'était aussi, si tu peux nous préciser. Alors, donc, et en troisième, parce que tu as commencé par le Zambie, tu nous as parlé du fils de Zambie, et on a donc l'impression que c'est une situation hyper tendue, mais finalement, le Zambie l'emporte. Et pas l'emporte, hein, il est toujours là. Hein. Donc, il faut quand même peut-être nous dire quelque chose de comment ça se fait qu'on le retrouve là, alors que tout, a priori, va dans le sens de, bah, il y en a marre de lui, il faut plus qu'il soit là, il y a ce que Pietro vient de soulever, il y a une recrudescence de la violence du coup électorale là, hein, qui est là, mais en fait, cette personne qui apparaît qu'une seule fois, puisqu'il fait qu'une apparition, hein, d'après ce que tu dis, et en fait, elle est toujours là. Et c'est en son nom que se fait tout ce que tu t'as souligné là, quoi. Hein. Et puis, c'est vrai que, hein, bon, les jeunes, et en dernier, c'est brûler les marchés. Hein. Ces marchés qui ont été brûlés. C'est quoi le sens? Parce que d'un côté, tu dis empire, donc mais pas parce qu'on a, alors je sais pas si j'ai bien compris, hein, empire, pas parce qu'on a faim, c'est pour dire un ras-le-bol, hein, d'après ce que tu dis. Et de l'autre côté, on brûle les marchés. Hein. Donc, hein, il y a quelque chose de l'ordre de l'économique. Et en troisième, tu insistes sur le fait que, en fait, les régions les plus marginalisées, ce sont les régions d'où viennent tout ce qui est, disons, puissance économique ou ressources économiques pour assurer
une partie des politiques publiques au Cameroun quand même, qui est il faut qu'on mange au Cameroun pour pas trop cher. Parce que ça fait, il me semble-t-il, quand j'étais au Cameroun, j'avais rencontré des gens un peu du pouvoir qui disaient, hein, ici, on contrôle euh, quand même les prix, hein, pour que les Camerounais puissent manger et pas trop cher, hein, par rapport à d'autres pays de la sous-région. Hein. On a l'impression que la nourriture au Cameroun n'est pas très chère. Hein. Mais bon, mais là, c'est bloqué. Les régions du Nord là qui bloquent. Hein. Et alors, est-ce ils pouvaient arriver ou ils sont arrivés à affamer Yaoundé? Est-ce qu'il y a que Yaoundé ou il y a d'autres parties? Bon, c'est des questions, c'est des réactions par rapport à ce que tu as dit, mais tu n'es pas obligé de répondre à tout. Hein. C'est seulement pour essayer de réagir par rapport à ça. Donc, je reviens encore une dernière fois à la salle et salle, veux-tu parler ou pas? Hmm. Aujourd'hui, dans la salle, on n'a pas trop de questions à poser par rapport à la première partie. Jusque-là. D'accord. Ouais. OK. Et je crois que je vois une main qui vient de ta cou. OK. Alors, donc il a la parole. Allô, vous m'écoutez? Oui. Voilà. Tu peux parler. Hein. Voilà, oui, bonjour. Oui, Bonjour. Oui. je fais partie justement de l'équipe du professeur Sokpa. Vous savez, ce qu'il a fait comme résumé, c'est plus ou moins ce que on sait déjà. Donc, théoriquement, on n'a pas grand nombre de questions à ajouter au fait qu'on peut peut-être nous intervenir pour répondre à ceux qui, à l'extérieur, auront des questions. Je pense personnellement que on n'a pas grand, enfin, pour moi personnellement, pas grand-chose à vous dire, puisque ce qu'il dit, c'est ce que nous avons vécu et qu'on continue de vivre d'ailleurs. Donc, c'est peut-être vous qui êtes un petit peu à l'extérieur, avec un regard un peu distancé, qui pouvez nous dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé, machin, et puis on peut vous dire que voilà, c'est comme ça et tout. Peut-être ça, c'est comme ça que je vois un peu ça, cette première partie du débat. D'accord. OK. Bon, alors, donc tes questions ont été posées. Donc, vous vous organisez entre Antoine et l'équipe hein, pour répondre. Et puis après, on passera à la deuxième partie. OK, à vous la parole. Et merci Rémi de me passer la parole. Je commencerai par les questions de Pietro. Qu'est-ce qui motive l'essor plus prononcé des contestations de la violence lors de ces élections? Je crois que je peux répondre en donnant deux arguments. Le premier argument est que, euh, qu'on le veuille ou non, malgré les discours mirobolants sur le Cameroun comme étant le grenier de l'Afrique, un modèle en Afrique centrale. D'ailleurs, je vous rappelle que le Cameroun est appelé péjorativement le continent. Le continent. Et cette appellation de continent a été Je suis prononcée. désolé, c'est pas péjoratif. Hein. C'est Oui, vous qui oui. dites que vous êtes le continent. Oh, Non, non, bon, vas-y, je sais pourquoi je assumez. le dis. Mais OK. vous voyez, lorsque un artiste dit qu'il est du Cameroun, c'est un continent, en fait, et que le chef de l'État le reprenne dans un discours de fin d'année, que nous sommes le continent, il oublie, ou alors ses conseillers oublient que ce terme, que ce mot continent n'est pas pour laodifier le Cameroun, mais c'est pour dire que nous ne sommes pas une Afrique en miniature, comme il le pensait. C'est pour dire que le Cameroun est le condensé de tous les problèmes que l'on retrouve en Afrique. Le chômage, l'accès à la santé, l'accès à l'eau, l'électricité. Bref, il y a une crise multiforme. Hein, je suis du continent, ça c'est pas ça. C'est pour dire en fait que ce qui fait que cette élection a été plus engagée, plus prononcée, il y a d'abord ce problème qu'il y a une crise rampante qui existe au niveau du Cameroun.
Si vous imaginez que le rapport 2024 du HCR signale que 5000, au moins 5000 Camerounais, jeunes Camerounais, 5000 Camerounais ont migré en Europe et aux États-Unis, notamment au Canada. Au Canada, signalait 3000 Camerounais qui sont partis. Dans l'enseignement, nous avons au niveau de l'enseignement supérieur des collègues qui ont migré pour le Canada. Dans l'enseignement secondaire, il y a une évasion spectaculaire des enseignants du secondaire qui sortent du pays. D'ailleurs, ils avaient créé un syndicat. On a trop souffert. On a trop souffert. Et pour revendiquer leurs droits, ceux qui n'étant pas satisfaits, ils ont préféré, parce qu'ils ont été également réprimés pour, euh, pour se faire bonne fortune, enfin pour se dégager, ils ont donc préféré quitter le pays. Donc vraiment, la situation économique du pays n'est pas bonne. Je crois que c'est ceci qui a motivé l'intention ou l'engouement pour le changement. Ce n'est pas tant l'âge du chef de l'État pour ces jeunes-là, pour ceux qui migrent, mais c'est leur condition socio-économique qui est dévastatrice, qui est très mauvaise. C'est ça qui motive que les gens veulent vraiment le changement. Et donc, ce n'est pas tellement l'âge du chef de l'État qui fait problème. L'âge du chef de l'État fait problème pour ses concurrents politiques, pour ses concurrents politiques qui estiment qu'il a trop duré au pouvoir et qu'il doit dégager. Il doit dégager, il y en a marre, il doit dégager pour faire la place aux autres. Je crois que c'est ça. Et puis, je pense également que par rapport à la menace terroriste, on pourrait penser que les confrontations ou les conflits dans les villes ont été exacerbés par le fait que ce soit à Yaoundé ou à Douala, il y a eu une forte présence des personnes, des migrants internes qui ont quitté les régions du nord-ouest et du sud-ouest et se sont installés dans ces deux grandes villes. Je soupçonne que ces derniers feraient partie, enfin composeraient, composeraient une majorité de personnes qui ont initié ou qui ont, ou qui ont participé vivement dans ces contestations. Nous avons à Yaoundé et à Douala de nouveaux quartiers qui sont créés et qui sont exclusivement habités par ces ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest. Mais je pense que c'est la qualité de la vie pour englober donc crise économique, crise de l'éducation, l'accès à l'eau, l'électricité. Vous avez été à Yaoundé, vous verrez que sur la toiture de chaque maison, il y a un cubiténaire. La présence de cubiténaire est le reflet à l'observateur qu'il y a absence de l'eau. Vous avez constaté la présence dans chaque maison, pour ceux qui en ont les moyens, des groupes électrogènes qui nous viennent du Nigeria. Vous avez dans les villes de Yaoundé et de Douala un nombre incalculable de motos-taximens. Ces motos-taximens-là ne sont pas des villageois venus des villages. Ce sont des diplômés de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur qui conduisent les motos taxis aussi bien à Yaoundé qu'à Douala parce qu'ils n'ont pas de l'emploi. Et estimant peut-être qu'ils n'ont pas de l'emploi à cause de telle personne qui est là, ils préfèrent donc le changement, espérant que la personne qui viendra après celui qui est là pourra leur apporter un peu de bonheur, un peu de succès. C'est d'autant plus que les opposants misent sur ce qu'ils appellent l'incapacité politique du pouvoir en place à gérer les problèmes sociaux. Donc, ils surfent sur cette situation-là, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se positionner dans le jeu politique. Les menaces terroristes sont contrôlées. C'est vrai qu'à Yaoundé,
il y a une prise en charge de ces migrants internes, mais il me semble que leur présence massive dans ces deux villes a sûrement contribué à l'exacerbation de la contestation électorale. Euh, Évidemment, aussi bien dans le nord-ouest que dans le sud-ouest, ils ont pu cantonner. Il n'y a pas eu trop de contestation, il n'y en a même pas presque eu, parce que voyez-vous, j'ai dit à Bamenda, qui est le fief par excellence du mouvement ambazonien, il faut ouvrir, donc ma batterie devient faible. Dans cette région-là, curieusement, contre toute attente, le candidat du parti au pouvoir a eu 80%, contre toute attente. Donc, je crois que ça rentre dans ça. Donc, il y a donc la crise sanitaire, la crise économique, la crise alimentaire, la crise de l'eau, l'électricité, etc., qui ont conduit qui conduisent sûrement les gens à se révolter, à être beaucoup, beaucoup plus regardants sur la qualité de la gestion du pouvoir et à préférer que le pouvoir change. Parce qu'ils espèrent qu'en cas de changement, leur situation économique pourra s'améliorer. Donc ça, c'est pour Pietro. Je ne sais pas si j'ai répondu à sa question. Pour Rémi, là, je n'ai pas beaucoup réfléchi sur cette histoire de garniture, bien que j'y ai insisté. Et je vais effectivement vous confirmer que sur ces paquets de savon, sur les t-shirts, sur les éléments, sur la sardine qui étaient distribués aux militants, l'effigie du candidat Paul Biya y était bien collée. Il était bien collé. Des pagnes, des t-shirts, les garnitures, son effigie était bien collée. Il y avait également des paquets de savon avec son effigie et également des téléphones portables. Pas ceux qui sont chez ce qu'on appelle les choronko, les téléphones portables qui coûtent 5 000, 6 000. Il y avait également ces téléphones qui étaient distribués, des parapluies, des t-shirts, des pagnes, etc., etc. Je vais leur demander pourquoi on a mis les garnitures. Peut-être que c'était une idée de madame, hein. Peut-être que c'était une idée, peut-être que ça pouvait être une idée de madame, je n'en sais rien, mais je vais leur demander, je vais approfondir la question. Pour les procès-verbaux, voyez-vous, si lorsqu'on est dans un bureau de vote où il y a 12 partis politiques, donc 12 candidats, les procès-verbaux sont faits en 13 exemplaires et chaque président du parti politique rentre à sa base avec un procès-verbal et l'autre procès-verbal est transmis par Elecam. D'abord, les procès-verbaux sont acheminés au niveau de Elecam et donc c'est transféré à Elecam. Et c'est Elecam qui compile les procès-verbaux. Maintenant, quand il y a un contentieux électoral, dans la loi électorale, il est dit que les seuls procès-verbaux qui comptent sont les procès-verbaux venus de Elecam. Voyez-vous, lorsqu'on a regardé ces procès-verbaux, les candidats qui sont présents dans le bureau de vote mettent leur nom à la première page du procès-verbal. Ils ne signent pas devant leur nom, mais ils partent signer à la deuxième page, sans leur nom. Il y a une page de signature, mais à la première page, il y a les noms. Maintenant, deuxième page, signature, où il n'y a pas un nom. Ce qui fait qu'on peut bien facilement aller refaire la deuxième page et mettre des signatures. Je ne sais pas pourquoi l'opposition aussi a accepté ça. Parce qu'on aurait dû prévoir que chaque candidat chaque représentant du bureau de vote doit signer devant son nom, même dans un rectangle, à 3 entrées, un, 2, 3, 4, deuxième colonne, les noms des candidats des partis politiques, la signature, mais ce n'est pas ça. Il y a des noms qui sont bien marqués, mais à la deuxième page signature, ils signent et on peut donc aller modifier la deuxième page. Donc, c'est ça qui fait problème. Et l'opposition a bataillé pour qu'on puisse changer ce système qui aujourd'hui est resté euh, constant, est resté inchangé, est resté inerte. Donc, c'est là que tout se joue. Donc, tout se joue au niveau des procès-verbaux. Vous avez beau amener au Conseil constitutionnel vos procès-verbaux, mais dans la loi électorale, il est dit que le procès-verbal qui compte, qui est authentique, c'est celui fourni par Elecam. Nous avions documenté, je ne sais pas si on l'a envoyé à Pietro, nous avions documenté
des scènes de falsification des procès-verbaux. Nous avons tous ces éléments dans notre base de données. Et on a eu à rencontrer des informateurs qui ont été loués ou qui ont eu des consultations et qui ont été payés pour aller pratiquement changer les procès, reprendre les procès verbaux, autant pour moi, nuitamment. On a des scènes, ça, ça sont des vérités. Et pour l'office du zombie, le zombie fonctionne dans un cercle concentrique. Dans un cercle concentrique, il est au milieu du centre. Et dans le deuxième cercle du centre, vous avez les administrateurs, vous avez les sous-préfets, vous avez les gouverneurs, vous avez les maires, vous avez, vous avez les représentants des partis politiques. Et maintenant, dans le dernier cercle concentrique, parce que c'est oui, dans le premier, deuxième, dans le dernier cercle concentrique, vous avez donc les militants. Les militants. Donc, ils fonctionnent dans un cercle concentrique, ce qui fait qu'il n'a pas besoin, comme le dit souvent les adeptes, comme le dit souvent certains de ses fils, il n'a pas besoin d'aller faire campagne. Donc, on fait la campagne pour lui. On fait la campagne pour lui. Et ce sont les apparatchiks qui font cette campagne-là. Et ils font feu de tout bois, font la campagne à leur place. Alors que d'autres candidats de l'opposition doivent se battre, aller sur le terrain pour pouvoir faire campagne. Il y a eu des situations des situations où certains candidats ont été interdits de battre campagne dans les fiefs d'origine du chef de l'État. Systématiquement. Systématiquement. Ça dit que vous allez, pour votre campagne, vous avez loué un stade pour votre campagne ou une esplanade, de l'esplanade de la mairie ou de l'église. Mais à la dernière minute, on vous sort une décision du sous-préfet qui interdit de faire campagne dans cette région. Beaucoup de candidats ont été victimes de cette situation. Bref, pour dire vrai, pour rapporter les choses comme elles se sont passées, le parti au pouvoir avait libre cours de faire sa campagne partout où il veut, quand il le peut, alors que les partis d'opposition n'avaient pas ce privilège-là. N'avaient pas ce privilège. On a des données dans notre base de données qui le prouvent. Je crois que le pillage des marchés, c'est le ras-le-bol, bien que ce soit bien que ce soit une affaire d'économie, c'est le ras-le-bol. Mais pourquoi attaquer les infrastructures économiques? On ne les avait pas attaqués tous. Quand j'ai montré les supermarchés qui ont été brûlés, ce sont des supermarchés qui appartiennent aux pontes du régime. Quand j'ai parlé du saccage de la poissonnerie, cette poissonnerie appartient à un magnat du régime. Donc, ce saccage n'est pas aveugle. Ils vont précisément chez la personne qu'ils savent être alliés au pouvoir, qui le financent pour le détruire économiquement. Bon, les régions marginalisées de l'extrême nord, je crois que cette marginalisation va se... euh, vous voyez, l'extrême nord, la région septentrionale est l'une des plus fragiles du Cameroun sur le plan écologique, dit-on. Elle est le lieu où les ONG, c'est-à-dire les développeurs, font beaucoup. On a perdu Antoine. Je vais essayer de le contacter. Donc, jusque-là, on a eu la chance que ça ne se soit pas coupé. Voilà. Parce qu'il y a une
il y a coupure d'électricité ici. J'ai parlé de coupure intempestive, donc je continue avec le téléphone. Donc, ces régions marginalisées connaissent des problèmes écologiques sérieux et sont en proie à la crise de l'eau. Je crois que j'enverrai à Pietro. L'eau est une denrée rare dans le septentrion. Une denrée rare dans le septentrion. Et, mais ces populations, ces zones-là produisent beaucoup de récoltes en saison de pluie. Donc, c'est là où on fait tous les oignons que l'on a au sud et une partie envoyée au Nigeria. Ces oignons viennent du septentrion. C'est une zone d'élevage. Donc, les bœufs, les chèvres, les porcs que l'on mange à Yaoundé, la majorité vient du septentrion. Et donc, cette mesure de bloquer, en bloquant les camions, c'était pour exprimer leur ras-le-bol parce qu'ils savent qu'ils vont asphyxier le sud. C'est une zone écologique fragile, mais qui, en saison de pluie, produit beaucoup de récoltes. Les populations, travaillent beaucoup. D'autres régions comme le Cameroun, pouvaient également, approvisionnent également Yaoundé. On a qualifié les travaux de Marc Gaffé sur nourrir les villes et dans le processus d'alimentation des villes, elle parle effectivement pour Douala et Yaoundé des régions du Septentrion et de la région de la région de l'Est Cameroun. Le vote, j'ai pas compris le dernier élément. Il y avait un vote pour le, j'ai pas compris, j'ai pas bien noté la. Rémi, tu peux reprendre le dernier élément qui était pourquoi le vote Non, Douala Yaoundé région. Oui. non, Allô? non. Oui, allô? Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Non, Oui. non, ma question, j'ai pas l'impression que j'ai posé une question sur le vote. J'avais posé seulement la question et je pense que tu as répondu, hein, qui était de savoir que malgré toute cette situation de contestation, en fait, le système électoral aboutit toujours à réinstaller le zombie au pouvoir, hein. Et puis, c'est pour ça que je disais, ce qui était important de comprendre, c'est comment ça, tu vois, comment ça fonctionne, quoi, hein. Et alors, là, d'autant plus que hum, ben, c'était plus violent que d'habitude. En fait, c'était seulement ça, hein. Mais tu as parlé, je pense que tu as répondu en parlant des trois cercles concentriques, grosso modo. Voilà, hein. Parce Oui. que c'est Oui, une mais machine qui fonctionne un peu. Vas-y. voilà, le système électoral reproduit le zombie parce Hum, qu'il est conçu de telle sorte qu'il le reproduise à jamais. Qu'il le hum, reproduise à jamais. Parce que hum, lorsqu'on parle de mandat illimité, et lorsqu'on hum, ramène le mandat présidentiel de 5 ans à 7 ans, et qu'on parle de hum, mandat illimité, et que le système et que l'administration refuse systématiquement de faire la refonte électorale, c'est dans un système électoral qui est taillé sur mesure pour hum, reproduire indéfiniment le zombie. Donc, hum. ne soyez pas surpris que le zombie se représente en 2032. En D'accord. 2032, ne soyez pas surpris. Bon, ok. Bah, qu'il soit encore. Bah, là, du coup, ce sera peut-être un vrai zombie. Parce que s'il est mort, alors comment, voilà, du coup, hein, le mort-vivant pourrait toujours gouverner. Bon, alors, donc là, on va passer à la deuxième partie. Est-ce que la salle, vous avez alors des questions, mais là, du coup, c'est plutôt sur la méthode, sur les séquences, sur l'intrigue, voilà, grosso modo. Voilà. Est-ce que vous avez une réaction dans la salle? Oui, moi j'ai une question, prof. OK. Mm. Tel que
D'abord, je remercie Monsieur Nourri pour la présentation. Non, Et c'est pas puis, Monsieur Nourri, c'est Monsieur Tsokpa Antoine. Donc, tu en as ah, lu déjà. il a utilisé notre. euh, non, c'est le nom que je vois sur l'écran. Bon, mais c'est pas grave, c'est Antoine. Vas-y. D'accord. Désolé d'avoir confondu avec quelqu'un d'autre. Hmm. Ma question, c'était par rapport à une terminologie qu'il a utilisée. Euh, Dès le début, enfin, il parlait de guerre électorale. Excusez-moi un instant, je fume. Euh, J'ai pas entendu. Allô? Oui, Oui. Non, je sais pas. là, tu Antoine, entends ou... si tu as du mal à entendre, Oui, mais Blanche, pourquoi ça s'appelle l'énergie? tu peux couper la caméra aussi du téléphone, peut-être que ça va aider. Oui, je vous écoute maintenant. Donc, Voilà, OK. je disais que dans sa présentation, notamment dans sa première partie, il parlait de guerre électorale. Du Hmm. coup, ma question, est-ce que la notion qui a mobilisé de guerre électorale, s'agit-il de la séquence qui, au regard de l'approche narrative, vient après le vote, euh, qui, pour le coup, commence avant le vote, ou alors il a mobilisé cette notion de guerre électorale juste seulement pour faire référence à cette crise et à ces différends qui viennent avant les élections, dans la séquence que nous pourrons appeler donc après l'ouverture, quoi. OK. D'accord. Y a-t-il une autre question dans la salle ou dans le groupe? Pietro? Je voulais demander, Antoine, Piet- en fait, dans notre, notre intrigue, elle tourne, cette enfin, hypothèse d'intrigue pour l'instant, elle a tourné un peu autour de cette notion des fils du zombie. C'était très intéressant d'entendre comment on a eu des défections autour du cercle, au sein du cercle de Paul Biya, par des personnages qui ont peut-être cru qu'il n'allait pas l'emporter cette fois et qui ont décidé de changer de camp assez maladroitement, on pourrait le dire d'un point de vue de Paul Biya, qui maintenant est vainqueur et qui donc a peut-être pu faire un peu un filtrage parmi ses proches entre ceux qui sont vraiment fidèles et ceux qui sont prêts enfin, ceux qui sont sur des sous-marins qui sont prêts à émerger, pour garder les métaphores. Et, donc, euh, et ça, nous avons maintenant une situation où on ne sait même pas trop à quel point on peut clôturer notre enquête, puisque on n'a pas un gouvernement pour l'instant qui est formé au Cameroun. On n'a pas donc tentative de réinclure Issa Chiroma, mais pas abouti puisqu'il a refusé de devenir Premier ministre. Euh, je voulais juste demander à Antoine, à ton avis, qu'est-ce qui est en train de se passer dans les coulisses, si on peut formuler des hypothèses ou avoir des idées à ce propos-là? Le zombie, bon, c'est sûrement pas Monsieur Biya qui prend toutes les décisions, ça doit être plutôt clair. Il n'est pas en condition de le faire, probablement même pas physiquement. Euh, Qu'est-ce qui est en train de se passer avec ces fils du zombie? On les a impliqués dans notre intrigue de manière particulièrement proéminente cette fois parce que, oui, comme tu dis, on va pas être surpris si en 2032, il y a encore Monsieur Biya qui se présente aux élections, mais bon, il y a la question de sa succession qui sûrement devient de plus en plus pertinente et importante. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous avons eu quelques défections, donc quelqu'un qui va peut-être perdre le train et ne pourra pas
se voir nommé successeur de Paul Biya puisqu'il a changé de camp, il a essayé de le trahir. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Voilà, c'est juste ça. OK. Y a-t-il encore d'autres questions? Salle, public, divers et variés. OK. Moi, j'en aurais Alors, une, professeur. vas-y, Alban. Excusez-moi. Bonjour Antoine et merci beaucoup pour l'exposé très riche. Ma question était sur la légitimité de Paul Biya. Même s'il y a eu des fraudes massives, il y a sûrement une partie de la population qui a voté pour lui. Je comprends de votre exposé que ça tient en partie aux apparatchiks, aux fils du zombie qui sont allés faire campagne, qui sont allés battre campagne. Mais est-ce qu'il y a d'autres sources de légitimité que l'adhésion, enfin l'ascendant des fils du zombie sur une partie de leur environnement? OK, merci. Y Merci. a-t-il d'autres réactions ou questions? La salle et alors, Taku, tu peux y aller. Et voilà, merci une fois de Mm, plus, merci mm, au professeur Papa, merci au professeur Bazingista, à Pietro, à tout le monde, merci infiniment pour ce travail abattu. Moi, j'ai juste, c'est pas une question, c'est c'est une observation et même une question en même temps, parce que vraiment dans la situation dans laquelle le Cameroun se trouve aujourd'hui, avec une multitude de problèmes qui ne font que exploser, on sent bien que le gouvernail, il manque quelqu'un vraiment sur ce gouvernail. J'ai juste besoin de savoir, est-ce qu'on peut dire à date que la crise post-électorale est derrière nous? Est-ce que c'est déjà possible de dire la crise post-électorale est derrière nous? Parce qu'effectivement, Pietro disait, on n'a toujours pas de gouvernement. Il est donc très difficile aujourd'hui de dire qu'on va même clôturer ce projet électa pour le Cameroun et pour cette élection. Il est très difficile aujourd'hui de mettre un point final parce qu'on n'a toujours pas une véritable conclusion, quoi. C'est compliqué. Alors, faut-il aujourd'hui dire qu'on est toujours dans la crise post-électorale ou bien on en est sorti déjà? Donc, vraiment, ça, c'est un peu ma question que je ne pose pas seulement, bien sûr, au professeur Sokpa, mais peut-être à vous qui avez une large expérience euh, des conflits post-électoraux ou bien des élections en Afrique plus largement, quoi. Voilà ma question. Merci. mm, mm. Il y a encore une question, et puis après, j'essaierai de tout rassembler. Donc, il y a encore une question? Non. OK. Bon, alors, donc, hein? Je disais non, pas pour l'instant. Ah, OK. Alors, il y a une première question, donc une première remarque par rapport au programme. Donc, il y a deux personnes qui ont, même trois personnes, et même pratiquement tout le monde. Alors, en général, on essaie de penser, hein. Bon, là, je reviens toujours je tiens toujours à préciser que entre-temps, on a commencé le programme et il y a eu la Covid qui a fait que nous n'étions plus vraiment connectés les uns aux autres. Et donc, c'est maintenant que nous recommençons à travailler ensemble. Voilà. Mais entre-temps, dans le modèle sur lequel nous avions commencé, en fait, on a essayé de peaufiner, d'avancer. Et dans le modèle actuellement, on a donc une intrigue et on parle plutôt en termes de séquence. Au début, on parlait plutôt peut-être en termes de phase. Et à l'intérieur des séquences, on a trois séquences principalement. Celle que nous appelons l'ouverture, qui est le moment où, en fait, on, tout le monde sent qu'on a basculé dans le temps électoral. Voilà, ça c'est l'ouverture. Et le deuxième moment, c'est celui qu'on appelle pour l'instant improprement le vote, peut-être, ou qui part du moment où s'ouvre officiellement la campagne électorale. Donc ça, c'est l'État qui décide de cette date. Et le moment où ça finit avec la proclamation des résultats. Et alors, donc à ce moment-là, ça rejoint un peu la question de Taku et la question de Ariel, et qui est que
ça se clôture avec ce que nous appelons la guerre électorale. Donc voilà. Hein. Alors, Antoine, toi, tu as commencé directement par la guerre électorale. Et tu finis par Est-ce que vous me quelque suivez? chose. Oui, mais c'est à toi Est-ce que qu'on vous me demande est-ce que suivez? tu nous Parce que je suis. suis maintenant. Oui, oui, je vous suis. Oui, Est-ce que vous me suivez? Je suis au téléphone. oui, D'accord. Donc, on merci. t'entend. Oui, Oui, mais j'ai merci pas pour. fini. Non, j'ai pas Ah encore oui, fini, allez-y mais est-ce que alors. tu as suivi? Est-ce que tu as suivi ce que je disais tout à l'heure? Peut-être pas Non. la dernière partie. Tu peux résumer un peu par rapport En à fait, l'observation sur la. non, en fait, oui. Alors, donc, on disait que le modèle, c'est plutôt trois séquences. On commence par l'ouverture, OK? La deuxième, c'est ce que nous appelons le vote, qui commence de l'ouverture de la campagne électorale jusqu'à la proclamation du vote et des résultats du vote. Et troisième, c'est là où on parle plutôt de guerre électorale, OK? Alors, et guerre électorale jusqu'au moment où ça va finir. Donc, alors, c'est pour ça que je disais que dans ce que tu nous as présenté, en fait, tu as commencé par la guerre électorale. Donc, ma question c'était, est-ce que c'était vraiment la guerre électorale ou est-ce qu'on ne pourrait pas le requalifier plutôt d'ouverture? Parce qu'il y a trois moments que tu as vraiment soulignés là, et je me disais, alors par exemple, tout ce qui concerne l'annonce de la candidature de Bia, qui fait qu'on pensait qu'il ne se présenterait pas, et il va se présenter. Donc là, on sent qu'on bascule dans quelque chose. Est-ce que c'est ce que tu appelais, comment? Ce qui concerne le mandat impératif, hein, parce que le mandat impératif, c'est aussi, ça a à voir avec ce basculement dans le temps électoral. Est-ce que c'est quelque chose qui se référerait au blocage, par exemple, des élections législatives? Hein? Parce que là, du coup, le blocage des élections législatives, tu dis, c'est déjà presque 2 ans avant une manière de contrer Canto, par exemple. Voilà. Hein? Donc, euh, ce qui est là, à ce moment-là, qui se passe, tous ces, tous ces événements qui se passent, est-ce que c'est pas ce que nous, on qualifierait plutôt d'ouverture? Et là-dedans, ce qui est intéressant aussi, donc dans l'ouverture, on voit émerger ce qu'on pourrait appeler des éligibles. Hein. Donc, il y a toute une bagarre entre 81 candidats potentiels et du coup, finalement, on se retrouve avec 5 qui sont les plus voilà, ouais, importants. Alors, ça, c'est le premier. Et donc, le deuxième, le vote qui serait, donc, dans ta présentation, tu as distingué ce qui avait eu lieu pendant la campagne électorale et ce qui avait lieu aussi pendant officiellement le vote, hein, et la proclamation des résultats. Donc là, il y a pas. Moi, bon, je trouve que ça correspond avec ce que nous, on appellerait le vote. Et puis, toi, tu as parlé d'une phase que tu appelles post-électorale. Alors, nous, c'est là plutôt qu'on aurait plutôt tendance à parler de guerre électorale, puisque c'est là où il y a la question de l'adoubement, hein, de euh, l'acceptation du vainqueur, de l'élu, et comment il vient boucler la chose. Or, ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, il n'y a pas. Euh, donc, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. On sait que ça commence quand il y a l'annonce des résultats, mais on ne sait pas quand ça finit, puisque jusque-là, tu sembles dire que, et Taco aussi était un peu d'accord, que jusque-là, il n'y a pas de gouvernement. Donc, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas totalement d'adoubement, même si
le président Biya, même si il est au pouvoir. Voilà. Hein, donc, grosso modo, c'était un peu la question par rapport au programme, c'était un peu d'essayer de réinscrire ce que tu venais de dire un peu dans ces trois séquences et qui nous fait dire en conclusion que on n'est pas encore dans ce qu'on peut appeler le post-électoral, hein, selon notre approche, on est encore dans ce qu'on peut appeler, disons, la guerre électorale. Bon, alors, ça a pris un peu de temps, il reste que 9 minutes. Tu n'es pas obligé de répondre à tout, mais en fait, ce qu'on te demande, c'est plutôt de réagir, hein, à chaud, peut-être pendant 5 minutes, parce qu'on va être viré de la salle dans très peu de temps. Voilà, mais d'être un peu rapide. Antoine, si tu m'entends, tu peux parler, parce que là, on ne sait pas où tu es. Est-ce que tu es encore branché ou pas? Bon, allô, Kamelek, vous en êtes où? Kamelek, je crois que c'est l'électricité au Cameroun. Oui, mais j'ai rebranché. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah, là, on t'entend. Voilà. Donc, tu as 5 minutes, mais vraiment courtes, mais tu essaies de synthétiser, hein, mais pas répondre à toutes les questions. Voilà, donc merci pour les observations et les questions. Vous m'entendez? Très bien, on t'entend très bien. Ok, d'accord. Bon, Rapport à la guerre là, électorale, vous savez, il y a les phases, il y a la plutôt déjà à fin, sachant que Kamto devait se représenter en 2025 parce il devait avoir des députés. On a commencé, on a reporté les élections à l'effet de ne pas l'autoriser à avoir des députés. Je crois qu'il y a là, on peut situer ça dans les phases de la préparation, dans les phases préparatives de la guerre, et aussi cette histoire du mandat impératif, ça rentre dans les phases de la guerre, peut-être dans la phase de préparation. Je suis d'avis que la phase enfin, durant la campagne électorale et après la proclamation des résultats, ce sont les deux véritables phases dans lesquelles il y a une guerre au sens polémonologique du terme, puisque je vous ai montré les images des casques, etc. Peut-être on peut le situer là. Il y avait, est-ce que la guerre électorale, euh, changement de date, bon, j'ai noté ça. Je crois qu'elle n'est pas encore terminée. Elle n'est pas encore terminée parce que lorsqu'on observe la présence des forces de sécurité, des gendarmes, des policiers à tout le coin de rue avec des pick-up blindés. Si un étranger arrive ici, il va se demander pourquoi dans les carrefours, on va voir des gendarmes avec des pick-up blindés et des kalachnikovs. Donc, je crois que cette guerre électorale elle n'est pas terminée. Peut-être elle se terminera quand on aura proclamé, quand on aura fait le nouveau gouvernement. Mais comme je vous ai dit, nous avons peur qu'il y ait des tensions après ces formations parce que les ministres qui ont gagné, parce que chacun a fait pour gagner dans sa zone de compétence, dans sa région d'origine. Donc, ils ne voient pas pourquoi on doit l'enlever du gouvernement parce que le critère pour y être, c'est d'avoir une base électorale. Donc, ils ont donné des voix pour que le parti au pouvoir gagne les élections. Il est hors de question qu'il soit exclu du réseau de la gouvernance, en fait, du réseau des gouvernants. Donc, je crains qu'après le remaniement, ah, OK. les constitutionnels, donc, puisqu'il a été proclamé président par le Cour constitutionnel, mais cette légitimité est constitutionnelle, institutionnelle et non populaire.
et non populaire, parce qu'on a d'un côté la Constitution, les constitutionnalistes qui l'ont proclamé chef de l'État, mais on a de l'autre côté des contestations. Parce que s'il était vraiment populaire, s'il avait une légitimité populaire, il pourrait aller se balader dans les rues. Mais pourquoi à chaque sortie, on doit sortir des armadas, on doit faire circuler un hélicoptère qui suivait ces passages? Donc il y a une légitimité institutionnelle et non une légitimité populaire. Par rapport à la crise qui se poursuit, bon, ça, je crois que j'ai parcouru les trois ou les quatre observations et on pourra poursuivre le débat après. Je vous remercie pour ces observations. Ça va nous permettre d'approfondir la réflexion autour de la thématique. Merci, Rémi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup à tout le monde. Donc là, aujourd'hui, on a été très pro puisqu'on a commencé avant la fin du quart d'heure académique et on s'arrête avant que on nous chasse de la salle. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Même de loin, on applaudit, hein, mais bon. Mais je crois que là. Merci. Merci, Voilà. Antoine. Merci à tout le monde. Et donc, merci pour l'opportunité. Et donc, on aura la. Voilà. OK. D'accord. Et donc, bon, les différentes personnes qui m'avaient écrit pour avoir des informations sur le